Nous sommes le 30 septembre 2024 et justement nous parlons de la commémoration de l'an 2 du MPSR2 à la tête du Burkina. Avec cette fois-ci, nous allons avoir deux invités, le docteur Olo Pépin Yen, chercheur, sociopolitologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous avons Geoffroy Vaha, directeur général des médias de Twi TV et Watt FM. Bienvenue. Merci. Bonjour Serge. En deux du MPSR2 à la tête du Burkina, on va aller sur un premier tour de table. Dans la forme, Geoffroy Vaha, quelle est l'appréciation par rapport justement à cette arrivée du MPSR2 qui fête aujourd'hui son deuxième anniversaire? D'abord, il y a 2 ans, on était dans un contexte, c'était celui de courroux, d'insatisfaction, quoi qu'on dise, relativement à une façon de gérer. Et puis une certaine vision des choses. Parce que, disons-le tout net, sous l'ancien président d'Amiba, il y avait des erreurs, presque des fautes, qui ne sont pas passées. Notamment sa vision de la question de la cohésion sociale, avec l'ancien président Blaise Compaoré qui était venu. C'était une pilule qui avait mal à passer. Et la lettre qu'on a vu lire par l'un de nos ministres, il y a beaucoup de choses comme ça qui n'étaient pas bien passées. Et puis, il y avait l'insatisfaction qui datait depuis la gouvernance Roch-Kaboré sur les questions sécuritaires qui continuaient de demeurer, alors que beaucoup se posaient la question de savoir, mais c'est les militaires qui ont pris leurs choses. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans des gens d'errement, même si on a connu quelques grands changements avec le côté N et un certain nombre d'éléments pour essayer de réorganiser les troupes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait toujours ces insatisfactions-là qui demeuraient. Et puis il y a les convois qu'on organisait, qui ont tenté, on a vu l'un des convois qui avait été attaqué, c'est resté dans la mémoire de nombre de Burkinabés. Donc on en était arrivé aussi à une situation un peu chaude, comme un peu lorsqu'on était vers la fin pour ce qui était de Roch-Kaboré. Des insatisfactions qui s'exprimaient maintenant sur la place publique et voilà, qui ne se cachaient plus. Donc ça commençait à devenir un peu compliqué. Et donc on a eu le règlement en interne, au sein du MPSR lui-même. C'est pour ça qu'on parle de 2. Sinon, on aurait eu peut-être une autre appellation. Donc, parce qu'ils ont dit, aux premières heures, ils sont venus rectifier un certain nombre d'éléments, parce que quand ils voyaient, il y avait une trajectoire qui n'était plus bonne au regard de ce qu'ils s'étaient dit au départ. Donc, on se dit, ceux qui sont au MPSR2 sont, pour la plupart, ont été au MPSR1. Donc, à un moment donné, ils ont tous constaté, peut-être avec les autres, qu'il y a la déviation relativement à ce qui s'était dit. Bon. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu le coup d'État dont on parle aujourd'hui il y a 2 ans. Et quand vous regardez, personne n'est vraiment sorti. Ça a été un peu comme aussi avec Roch-Kaboré, l'ancien président. Même ceux qui sont ses défenseurs ne sont pas sortis. Quand on prend le cas aussi d'Amiba, ça a été pareil. Les gens ne sont pas sortis. Et puis bon, ça a été d'abord très militaire et tout le monde attendait de voir est-ce qu'ils vont se rentrer dedans, qu'est-ce qui va se passer. Voilà le contexte. Donc, il faut regarder ça pour peut-être mieux se projeter et puis apprécier, regarder dans les rétroviseurs. Pour ce qui est du 30 septembre 2022, je pense que ça, c'est important. Alors, docteur Olo Pépin Yen, 30 septembre 2022, 30 septembre 2024, 2 ans jour pour jour, le capitaine Traoré arrive à la tête du pays. Dans la forme, quelle est l'appréciation que vous faites? Ok, merci Serge. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver encore une fois de plus, après quelques temps de vacances passées, et devant votre micro. Voilà, pour donner donc mon point de vue sur les 2 ans d'anniversaire du MPSR au pouvoir. Ainsi donc, l'avènement du MPSR s'est déroulé dans un contexte d'incertitude politique, si on peut le dire ainsi. Un contexte donc marqué par des contradictions internes au sein même du MPSR. Et donc à un certain moment, il y avait une certaine dichotomie. Voilà, au niveau même de la vision et de l'approche de la lutte contre l'insécurité. Et je pense que ce qui a amené donc une fraction, je dirais progressiste, voilà, à prendre le contre-pied donc de l'autre côté, voilà, pour prendre le pouvoir avec l'appui donc d'un mouvement populaire
voilà, et qui rapidement a indexé ici des adversaires qu'il fallait combattre, notamment ici la France, qui a été mise donc au centre donc de la contestation dans la rue. Et il faut dire ce qu'on peut retenir aujourd'hui, et contrairement donc à l'ancien régime d'Amiba, puisque je dirais qu'il s'agit d'une contradiction interne. Alors, le MPSR a eu une autre lecture et une autre approche donc de la lutte contre l'insécurité. Et pour l'approche d'Amiba, donc il fallait donc négocier, voilà, avec les groupes armés. Et je pense que c'était l'approche privilégiée. Mais aujourd'hui, avec le MPSR, par la voix donc du chef de l'État, a clairement dit qu'il n'y a pas de négociation avec les groupes armés. Donc, du coup, ce qui est intéressant de retenir, c'est la pertinence même de l'analyse de la situation. Et à savoir que le Burkina Faso, contrairement à ce que certains pensent, et d'autres parlent d'une guerre civile, alors que là, ici, je peux dire, le point positif du MPSR2, c'est d'avoir perçu clairement que nous avons été victimes d'une agression impérialiste. Voilà. Et dès lors que nous avons été victimes d'une impulsion impérialiste. On l'a dit, c'est des Burkinabés qui s'en prennent à des Burkinabés. Oui, non, c'est une agression impérialiste. Tout le monde a suivi comment c'est parti. C'est parti donc de la déstabilisation de la Libye. Voilà, où après donc des groupes armés qui étaient en latence, ou du moins qui ont participé activement au renversement des Kadhafi, ont retourné les armes contre des États tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc on a vu la coalition occidentale donc, contre la Libye. Donc tout est parti de là. Donc ici, il s'agit d'une agression impérialiste. Et ce qu'on dit ici, bien sûr qu'ils ont trouvé donc des gens en notre sein, au sein donc de ces États, voilà, pour les armer et puis les retourner contre les États dans lesquels ils se trouvent. Mais ça n'a rien à voir avec une guerre civile. Et du coup, dès lors que c'est une agression impérialiste, donc la résistance ne peut qu'être anti-impérialiste. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui, où ici, cette résistance anti-impérialiste s'est structurée donc autour de la question de la souveraineté, savoir la réaffirmation de la souveraineté et par la voie donc du panafricanisme. Donc je pense que c'est une orientation politique, idéologique assez juste donc, au regard donc, de la crise que nous traversons. Et aussi, ce qu'il est intéressant de relever, c'est la rupture donc, que le MPSR2 a opérée avec donc, des anciennes puissances colonisatrices qui nous avaient mis donc, sous les tutelles. Et on ne peut pas parler de la souveraineté si on n'opère pas une rupture. Et cette rupture donc, s'est manifestée de façon violente, comme nous l'avons tous constaté. Et maintenant, la rupture ici, qui doit nécessairement nous amener à une autodétermination et aussi à une souveraineté et aussi à amorcer un développement endogène. Déjà, on voit quelques initiatives qui sont prises de gauche à droite en ce qui concerne donc des unités de production qui sont en train d'être mises en place. Donc, c'est la différence qu'on peut dire entre les MPSR et les MPSR2 qui a su poser clairement la question donc de la domination extérieure et qui a un lien avec le terrorisme. Et aujourd'hui, si un MPSR2 a pu faire le lien entre impérialisme et terrorisme, voilà, je pense que c'est de cette façon qu'il fallait poser le problème et s'organiser à l'interne par une mobilisation populaire qui n'existait pas avant et que le peuple se mobilise derrière son armée pour qu'on puisse faire face à cette agression impérialiste, reconquérir notre territoire, réaffirmer notre souveraineté et amorcer donc un développement endogène. Donc je pense que la pertinence donc, de l'approche et la justesse de l'analyse, et il faut saluer les MPSR2 pour avoir perçu cela. Monsieur, donc à la date du 30 septembre 2022, plusieurs équations étaient sur la table. Il y a en point de mire la question sécuritaire et c'est justement le motif qui a été utilisé pour la prise de pouvoir qualifié par certains de rectification de ce qu'était le MPSR1. Geoffroy Vaha, en termes d'analyse, comment est-ce que vous voyez le volet sécuritaire en termes non seulement d'acquisition mais aussi de lutte sur le terrain? Je crois que tout à l'heure, le docteur Lopépin a employé un mot rupture. Sur l'approche sécuritaire, ça il faut le dire de façon très claire, il y a une rupture. Quand vous prenez la période de Roch Kaboré, beaucoup trouvaient qu'il y avait un caractère volontaire qui manquait. Il y avait une niaque.
face à l'adversaire qui manquait. Tant et si bien que beaucoup disaient, mais c'est sûr qu'il y a forcément plein d'ennemis même en interne dans notre armée pour que quelquefois on ait des attaques non loin de camp où les gens, malgré les alertes, se refusent pratiquement à intervenir, ou bien nous hommes qui se faisaient surprendre, ou bien on parlait d'armes qui ne percutent pas, on avait des retours sur même des équipements qui posaient problème. Quand on est arrivé sous Damiba, il y avait un peu la même réalité. Comme le disait Dr Le Pépin, il y avait la question de s'arranger au niveau, pas au niveau du pouvoir central, mais au niveau périphérique, là, dans les villages et autres, un peu avec les terroristes. Donc, on dit trouver un genre d'entente. Il y a problème. C'est-à-dire que dans la façon de réfléchir et de concevoir la chose, il y a un problème parce que beaucoup s'attendaient maintenant à une cassure, d'autant plus que le militaire lui-même est là. Et avec le MPSR2, c'est ça que je dis, il y a le mot cassure qui revient parce que sur la dynamique sécuritaire, il y a eu un choix clair. Le président ne l'a jamais caché. À chaque fois qu'il est ressorti, vous l'avez entendu. Si vous avez une arme, on ne discute pas. Le préalable, c'est que vous la déposiez, que vous veniez faire amende honorable. Tant que vous l'avez, la seule discussion, c'est le feu. Et ça, il ne l'a jamais caché. Donc, ça, c'est sa perception des choses. Et pour cela, il s'en est donné les moyens. Quand on regarde, en matière d'acquisition, je pense que vous aimez, vous n'aimez pas. Il y a un minimum, il faut reconnaître ce bon qu'on a pu faire en matière d'acquisition. Mais cela s'est fait comment? Parce que, évidemment, il y a cette approche nouvelle-là de dire qu'il y a une guerre à mener. C'est ce que beaucoup de Burkinabés n'ont pas accepté et qui, pour moi, a emporté, que ce soit Roch Kaboré ou Damiba. C'est-à-dire, tout le monde se rend compte qu'il y a au moins une guerre à mener. Pourquoi est-ce qu'on ne l'amène pas? C'était la grande question pour moi. Et avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ce qui a changé. Il s'est assumé. Il s'est dit, cette guerre, il faut qu'on l'amène. Peut-être qu'une négociation ou quoi, mais il faut qu'on l'amène. Peut-être qu'il aurait fallu tenter plusieurs cartes comme la négociation pour comprendre qu'on n'allait pas aboutir même à quelque chose pour en arriver mais toutes les guerres finissent quelquefois autour de la table. Mais le problème, vous venez autour de la table, comment? En victime résignée? Même quand vous venez à une négociation, on vient à une négociation fort. On ne vient pas en victime résignée. Mais pour venir fort, il faut faire sa guerre. Je crois que c'était ça le plus important. Et c'est pour cela aussi que dans cette dynamique, il y a les populations qui ont adhéré. Parce que les armes, je suis désolé, ce n'est pas de l'emprunt. Ça a été au niveau national d'enjoindre les Burkinabés à accepter de faire un effort. L'effort de guerre qui est devenu après l'effort de paix en termes d'appellation pour lui donner un sens communicationnel tout autre. Je crois que ça aussi c'est important. Et donc on est parti sur les acquisitions. Mais n'oubliez pas aussi que même en matière de nombre, vous vous rappelez la question des 21 000 militaires de rang qui a été accepté en termes de décision, c'est pas rien. Vous prenez le cas de la gendarmerie, tous les autres corps. Il y a eu cet effort en termes d'hommes qui a été fait. Et puis, vous regardez même au niveau des VDP. Les VDP, quoi qu'on dise, c'est d'abord une initiative qui date de Roch Kaboré. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'initiative? Nous, journalistes, quand on prenait la parole ici, on faisait le débat, c'était de parler de leur traitement. Parce que ça démobilisait, ils n'étaient pas bien traités, ça n'allait pas. Donc, à un moment donné, ils se trouvaient plutôt surexposés de par leur choix. Alors qu'à côté, bon, ils ont des terroristes qui ont maintenant des visages sur leur volonté de pouvoir faire, comment on appelle, barrière à leur évolution. Mais pourtant, ils sont là, même le minimum, ils ne l'avaient pas. Et donc, ça devenait un véritable problème. Avec un ministre qui était sorti pour dire que, bon, on n'en a même pas encore le listing clair. Voilà la réalité. Et avec ces VDP décidés il y avait bien longtemps, mais regardez la forme VDP aujourd'hui. C'est tout différent. Des gens dont vous ne pouvez même pas faire la distinction d'avec le militaire lui-même, parce qu'il est tout aussi bien équipé. Et quand vous regardez ça, forcément, pour celui qui est dans sa contrée et qui sent la menace venir, il est prêt à s'engager, il est prêt à s'enrôler. Donc, il y a pour moi ce qu'il faut au moins reconnaître en ce MPSR2, c'est la cassure sur l'approche relativement à la guerre. Vous pouvez critiquer pour dire il ne négocie pas, est-ce que c'est la bonne approche, mais c'est au moins une approche assumée de faire une guerre. Mais il y a une guerre à faire, qui va la faire à notre place? Je crois que ça aussi, c'est pour moi un élément très important lorsqu'on veut faire des comparaisons, c'est dire aujourd'hui, 2 ans après, où
est-ce qu'on en est. Maintenant, c'est vrai, quand vous regardez en termes de chiffres, ce qui nous permettait quelquefois de dire ça va ou ça va pas, c'était le nombre de déplacés internes et tout. C'est des chiffres qu'on n'a plus. Mais il y a aussi une approche empirique des choses. Il y a par exemple des convois qu'on ne pouvait plus organiser, auxquels on a droit maintenant qu'on voit, même s'il y avait certains pour lesquels il y en a eu des attaques, mais il y a des villes qui étaient coupées parce que depuis il y avait des problèmes pour la question de du ravitaillement, mais qui petit à petit ont ces bols d'oxygène là, même si il faut que cela soit de plus en plus répété. Maintenant, il y a la question de la réorganisation même de l'armée. J'ai parlé de la question du nombre, j'ai parlé de la question du matériel, mais on a vu la question des billes, même un certain nombre la vision stratégique même de la chose. Parce que tout le monde a critiqué pourquoi est-ce que les camps et tout, on a pris un genre de concentration dans nos grandes villes. Tout ça, c'est des éléments qui ont été repensés. Maintenant, c'est vrai que dans la question militaire ou bien dans la question sécurité, on se dit, nous sommes des profanes, c'est pas 1 + 1 égale 2. Même quand on fait des choix, il faut se donner un temps de latence pour celui de son, comment on appelle ça, de ses effets probants sur le terrain. Mais au moins, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Il y a une cassure dans l'approche et puis il y a une façon assumée sur la question sécuritaire. Docteur Le Pépin, la principale raison qui a été avancée à la date du 30 septembre 2022, c'était justement le volet sécuritaire qui piétinait. Un certain nombre de choses ont voulu être rectifiées par le MPSR2. Aujourd'hui, que ce soit en termes d'acquisition de matériel, que ce soit en termes de réorganisation ou aussi en termes de lutte concrète sur le terrain, qu'est-ce que vous retenez en 2 ans? En 2 ans, ce que je retiens, donc, c'est la motivation même des forces de défense et de sécurité. Voilà. Là, il faut dire quand même qu'actuellement, on peut dire que le moral est au top. Voilà. Comme eux-mêmes, ils aiment le dire dans leur propre milieu. Voilà. Et donc, on sent quand même que des FDS motivés, qui se sacrifient quotidiennement, voilà, sur le champ de bataille. Ça, on le voit. Et cette motivation ici est due au fait que, au niveau du MPSR, la difficulté, c'était de pouvoir créer un leadership, que ce soit aussi bien au niveau de l'armée et comme au niveau donc populaire. Et le MPSR a su donc créer ce leadership qui a pu mettre donc le peuple en mouvement. Et donc vous avez vu comment des manifestations populaires donc, qui accompagnent nos FDS, voilà, des manifestations de soutien par-ci, par-là. Et surtout, ce qu'il faut relever au niveau de l'approche de la guerre, c'est que le MPSR2 est arrivé donc à transformer cette guerre en une guerre populaire, c'est-à-dire en une défense populaire généralisée. Ça, c'est un élément très important parce que même au niveau des villages, donc les gens se sont organisés pour assurer la défense donc, de leur communauté. Et donc c'est quelque chose de nouveau qui s'est approché et qui s'est ajouté donc à ce qui existait déjà. Et aussi un élément assez important qu'il faut relever aussi, c'est l'audace au plan donc diplomatique, à savoir que nous avons osé aller dans un multipartenariat. Ça c'est très important parce que la question de l'équipement dont parlait Va ici était, et donc je pense que le point central même qui a suscité donc une divergence à un certain niveau, et à savoir que le chef de l'État lui-même l'a dit, et s'il y avait l'équipement nécessaire, et ce qui a été fait en 8 mois sous Damiba pouvait se faire en 3 mois. Et je pense à ce niveau, il y a eu un grand effort qui a été fait parce qu'il y a eu cette audace donc d'aller vers d'autres partenariats, de faire la rupture donc, au niveau donc, des liens coloniaux et néocoloniaux. On a vu donc la dénonciation des accords militaires ou autres qui ont permis donc à ce régime d'avoir donc les coudées franches, d'avoir donc toute la latitude, la liberté, d'aller vers qui, ça dit que les dirigeants veulent. Et aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont prêts, et en tout cas, et qui arrivent donc à apporter donc leurs contributions en termes d'équipement. Voilà, en termes d'équipement, en brisant donc tous les vieux carcans qui entouraient cela d'une certaine lourdeur. Et aussi, c'est ce manque de volonté donc par certains États occidentaux, certaines puissances, de donner donc à notre armée les armes nécessaires pour pouvoir faire la guerre. Donc, il y a une innovation majeure, en tout cas, qui s'est opérée sur le plan sécuritaire. Ça, il faut le dire, il a parlé de la création des BIR et aussi il y a la mobilisation des VDP. Même si ça existait, mais le MPSR est arrivé à donner un autre contenu, voilà, où il y a eu un engouement au niveau de la jeunesse. Voilà, au moment où on voulait 50 000 VDP, et finalement c'est 90 000. Voilà, les jeunes qui se sont mobilisés, et même plus, parce que toujours on voit des jeunes qui sont toujours mobilisés pour rentrer dans les rangs, afin donc de défendre les territoires. Donc il faut dire globalement que
En tout cas, il y a une grande innovation au niveau de l'approche. Voilà, une réorganisation interne au niveau de l'armée. Le moral des troupes, donc c'est élevé, ça il faut le dire. Voilà. Et aussi la population s'est mobilisée derrière son armée. Mais nous sommes dans un combat. Quand on parle de combat, c'est des coups et des contre-coups. Autant nous arrivons à donner des coups à l'autre camp, autant nous recevons aussi les coups. Mais c'est la finalité qui compte. Et je pense que c'est dans la détermination, la persévérance, que donc on arrivera à un certain moment donc à reconquérir tout notre territoire et à réaffirmer notre souveraineté et à amorcer donc un décollage donc au niveau du développement économique et social. Alors Geoffroy Vaha, le sociopolitologue, le docteur Lopépin Yen a dit quelque chose tout à l'heure, il a parlé de diplomatie et en début d'émission on écoutait justement le point de vue de l'ancien diplomate Mélégué Traoré sur la question. Beaucoup de choses se sont passées en diplomatie, en relations internationales en 2 ans. Il y a eu d'abord cette annonce de retrait de la CEDEAO, il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel, le passage à une confédération. Qu'est-ce que vous retenez en termes de diplomatie au niveau des relations internationales? Je pense que la lecture du problème a des impacts sur les décisions après. Je pense que le président Ibrahim Traoré n'a jamais caché pour lui cette perception qu'il y a d'abord quelque chose qui est conçu et imposé depuis l'extérieur. Et il y a des pays qui avaient, en tout cas, quoi qu'on dise, dans le récit, quand on regarde, la grande partie de la charge, des éléments à charge, notamment la France. Et on a vu dès les premiers instants les décisions qui sont tombées, qui ont placé la France, je dirais même pas dans un inconfort, mais dans une situation où ils étaient obligés, comme ça se vit au Mali et après aussi un peu au Niger, voilà, de partir, les militaires et autres, et on a vu comment ces choses ont été menées. Donc c'est des choix qui ont été déjà assez clairs, de dire qui sont les amis du Burkina, qui sont les amis sincères du Burkina. C'est ce mot sincérité là qui est souvent revenu, et ceux qui ne le sont pas, bon, ils ont été priés de laisser le Burkina tranquillement nouer ses relations avec ceux qui sont sincères. Et c'est comme ça qu'on a vu sur le plan diplomatique certaines décisions qui sont tombées. On a vu l'ouverture vers certains pays avec les missions notamment du Premier ministre et de beaucoup d'autres membres du gouvernement. C'est vers certains autres pays qui sont bien loin de nous, auxquels on n'est pas habitué à voir nos autorités en termes de balai diplomatique. Mais ça, c'est des éléments qu'on a commencé à voir. Pour vous, le bilan est satisfaisant à ce niveau-là? C'est un choix. C'est une question de choix. Le caractère satisfaisant ou pas, c'est pas ça le problème. Il y a un diagnostic qui est fait. C'est que les alliés d'antan ne parvenaient pas à nous aider à régler un problème. Et quelquefois, ils faisaient partie du problème. Est-ce qu'il faut continuer ainsi? C'était la question. Identifier la chose, il faut le régler. Et je crois que c'est comme ça que sous le MPSR2, il y a eu la décision concernant un certain nombre de pays. Mais quand vous regardez aussi, au fond, pour moi, ce n'est pas une question de satisfaction ou pas. Est-ce que aujourd'hui, dans la question de la lutte, parce que le premier problème burkinabé, c'est celui sécuritaire, est-ce que ça a eu son impact? Je pense que c'est comme ça qu'il faut apprécier la chose. Quand vous prenez le cas du Mali aujourd'hui, regardez l'inversion des tendances. On parle de hauts faits de l'armée malienne qui arrive à arriver dans des villes où on pensait à un moment donné que les forces qu'on avait en zone d'interposition, si elles sortaient, c'était Bamako qui risquait d'être, la ville de Bamako qui risquait d'être prise. On a l'exemple de Kidal. Voilà. Aujourd'hui, ça oblige le Burkina à s'assumer sur son offre en matière sécuritaire et à compter d'abord sur lui-même. D'abord pouvant s'armer. La question de l'armement, il faut le dire tout net, tant qu'on continuait dans les carcans dans lesquels nous sommes, je pense que les ministres qu'on a ici se sont exprimés là-dessus à souhait, ça ne nous permettait pas d'acheter les armes comme on voulait. Moi, j'ai fait une formation il y a que la semaine passée, notamment sur la question de la gestion de la dépense militaire. Très intéressant, on voit la rigueur qu'il y a dedans, mais les freins et les éléments qui étaient assez difficiles en termes de liberté de commande pour le Burkina Faso. Mais à un moment donné, il fallait casser ces liens-là. C'est ce qui a permis qu'on ait ces acquisitions. Donc, si ça continuait, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir ces armes? Je ne crois pas. Donc, satisfait ou pas, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on gagne
avoir fait ses choix. Maintenant, ça va aussi avec tout ce qu'on connaît, parce que les amis d'hier ou les iniquités qui deviennent les iniquités d'aujourd'hui, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on ne vous regarde pas comme ça. Donc, ça a aussi son impact. Mais je crois qu'il y a des choix qui ont été faits et qui sont assumés sur les questions de diplomatie. Mais il n'y a pas que le Burkina et les pays qui sont très loin. Mais il y a la question de l'AES qui, pour moi, est un élément très, 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 très important. C'est-à-dire que il y a l'analyse de ce que on part sur le fait qu'on ait un dénominateur commun, c'est celui de l'insécurité. Et que ce soit la même maladie qu'on partage, avec derrière les mêmes avatars. Donc, ça devient intéressant qu'on se mette ensemble, étant entendu que dans l'espace CEDEAO auquel ils appartenaient, ils avaient comme l'impression que la compassion n'était pas sincère, n'était pas vraiment à son optimum. Bon, ça encore, je pense que la question de l'AES, on est en train d'avancer, mais j'ai dit, ça doit se faire sans lien de rupture forcément avec la CEDEAO, à se faire respecter comme on le fait, c'est clair, mais à penser, parce que c'est vrai que vous allez le dire, la question de l'AES, on dit c'est une affaire de non-retour avec la CEDEAO, mais il y a une affaire d'une année qui, du point de vue de la CEDEAO, fera le constat de notre retrait. Qu'est-ce qu'il adviendra? C'est pas qu'on craigne ceci ou cela. Le ministre, je pense, rassurait pour dire que en la matière, il y a des accords bilatéraux qui peuvent être trouvés. Je pense que c'est sur ce chapitre-là qu'il faut travailler, parce qu'on a un système d'intégration qui n'est pas parfait, mais qui est un exemple dont on peut tirer le meilleur parti. Mais je dis, on peut construire cette AES sans iniquité forte. Maintenant, il y a les éléments de contexte de l'heure, avec les accusations qu'on a sur les déstabilisations qui ne rendent pas les choses faciles. 3 minutes de temps d'antenne. Je vais terminer par un volet. Toute guerre, ça se mène aussi par la communication. En 2 ans, comment vous avez apprécié l'aspect communication du MPSR2? Bon, sur le plan de la communication, il faut dire donc au nom de la loi, ou du moins c'est le décret sur la mobilisation générale, et donc, qui impose une certaine restriction des libertés. Voilà, il faut dire que sur le plan de la communication, et en tout cas le MPSR donc a tenu à apporter quelques restrictions. Voilà, pas une atteinte à la liberté d'expression, mais une certaine communication qui doit permettre donc de faire la guerre. Voilà, donc il ne faudra pas faire une communication qui arrange donc l'ennemi. Voilà, une communication donc qui dessert donc la lutte que nous sommes en train de mener, une communication donc qui tend à démoraliser nos FDS sur le terrain. Donc à ce niveau, il y a eu donc des restrictions qui ont été portées. Et ce qui est normal, en période de guerre, la question de la communication ne peut pas être comme si nous étions dans une situation normale. Donc il faut quand même contrôler un certain nombre de choses, de sorte à ce que tout ce qui doit être déversé sur la place publique ne puisse pas donc servir les intérêts donc de l'ennemi. Voilà. Et en plus de ça, sur le plan de la communication des MPSR, là il faut dire, on a parlé tout de suite de la diplomatie. La diplomatie aussi c'est un volet de la communication. Donc on peut dire globalement qu'il y a une contre-offensive diplomatique. Une contre-offensive diplomatique en ce sens que les MPSR donc arrivé à des moments donnés à dénoncer sur le plan international ceux qui sont en train de manœuvrer contre le peuple burkinabé. Et ça c'est très important parce que nous avons même dit ici que on dit les puissances étrangères, lesquelles puissances étrangères, nous devons les connaître, mais avec le temps, et donc MPSR n'est pas passé par 4 chemins pour nommer et désigner ceux qui sur le plan international sont réellement les adversaires donc, du peuple burkinabé à travers donc cette dénonciation par la communication politique que le MPSR a pu faire. Alors, Geoffroy Vara, il reste moins d'1 minute. Quelle appréciation sur le volet communication du MPSR2 en 2 ans? Toute guerre, ça se gagne aussi à travers la communication. Oui, la guerre se gagne à travers la communication. Bon, ce que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, mais vraiment moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en matière de communication, ce qu'on a vu, parce que pour moi la communication dans les moments froids ou dans les moments de calme, c'est pas ça le problème. C'est comment on gère des périodes d'incertitude et de crise. Mais très souvent, la personne qui a rattrapé tout, c'était le président. Et ça fait que ça multiplie les sorties du président, tant et si bien qu'il y avait un genre d'avis
qui partageaient le fait que le président sortait un peu trop. Mais comment est-ce que cela pouvait être autrement si ceux qui sont censés... parce que, quoi qu'on dise, c'est une question de fusible. Quand on est en crise, c'est comme ça. Si ceux-là n'arrivent pas à contenir, ça devient un peu compliqué. Et très souvent, que ce soit la sortie Bobo du Lasso, vous vous rappelez très bien, avec ce qu'il y avait eu comme, on va dire, élément de déstabilisation dans la même période. Le président avait fait, vous vous rappelez, une sortie, il y avait même rencontre avec des journalistes, grande interview, et ça a été comme ça plusieurs fois. Mais je pense que maintenant, il y a aussi la leçon tirée d'un certain nombre d'éléments, et on entend de voir peut-être les choses se faire autrement. Mais il y a que pendant ce temps, on a toujours eu plutôt le président qui devrait sortir pour rattraper beaucoup de choses. Alors que pour moi, c'était pas ce qui devrait être. Mais bon, c'est le contexte aussi qui le fait. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est quand même celui de l'économie qui est assez important pour moi, avec beaucoup d'éléments qui ont été faits. Bon, on sait que c'est un plan d'action. C'est quoi? C'est le plan d'action et de stabilisation pour le développement. C'est ce qui nous est 7 milliards, je pense 673 millions. Dedans, c'est les 5 grands objectifs de notre transition. Mais sur le plan économique aussi, il y a des choix qui ont été faits. C'est le caractère endogène en termes de développement, se baser sur les entreprises que nous avons au niveau national. Maintenant, il y a beaucoup d'usines qui sont en train d'être lancées. On attend de voir pour la plupart la fin, on va dire, des travaux et le début des productions. Comment est-ce que ça pourra venir apporter un certain bol d'oxygène? C'est ça qui est important. Mais en même temps, derrière, il faut qu'avec les décisions qui protègent ces entreprises-là, les décisions qui protègent notre économie-là, puissent être en branle. Et ça va avec un certain contrôle. La dernière fois, on avait parlé du coton. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc, il y a encore des efforts à faire. Auditeurs de la radio WattFM et téléspectateurs de Tweet TV, c'est tout pour ce premier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info. Merci, Dr Olo Pépin-Yen. Vous êtes sociopolitologue et chercheur au CNRST. Et encore, merci à vous, Geoffroy Vara, qui êtes le directeur général adjoint de médias de Tweet TV et WattFM. Merci donc à vous, auditeurs et téléspectateurs. Le DEJ Matinal Info se poursuivra demain par la grâce de Dieu. Mais en attendant, non seulement portez-vous bien, mais aussi que Dieu bénisse le Burkina Faso.